Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir sur Médian dans Hebdo Santé que nous consacrons cette semaine au 4e cancer le plus courant chez la femme dans le monde selon l'Organisation mondiale de la santé. Mais c'est un cancer qui peut être guéri et également qu'on peut prévenir. Et d'ailleurs, une stratégie pour son élimination a été lancée par l'Instance mondiale de la santé. Et vous vous apprêtez donc à lancer un projet qui s'inscrit dans cette dynamique. Madame Pépé Sophie, bonjour. Bonjour monsieur. Vous êtes professeure de psychopédagogie, consultante en psychopédagogie et présidente de l'ONG La Porte de la Nouvelle Espérance, qui lutte essentiellement contre les cancers de la femme, mais qui va désormais s'attaquer à des cancers tels que la prostate. C'est bien ça? Bien sûr. En tout cas, c'est un honneur de vous avoir. Dites-nous rapidement en 2 mots, comment le déclic est venu de lutter contre les cancers et principalement le cancer du col de l'utérus? Merci de nous avoir invités ici. Bon, au départ, j'avais fait une ONG pour les filles, pour les servantes, on va dire, pour les personnes vulnérables. Et c'est en 2015 qu'on a découvert le cancer du col de l'utérus à mon ami. Tout intellectuel qu'on était, on n'a pas vu venir le cancer. Et on a fait tout ce qu'il fallait comme traitement. On est même allé au Maroc avec une prise en charge de l'État de Côte d'Ivoire qu'on n'a même pas pu utiliser parce que le cancer était déjà avancé. Et ça, au-delà de la douleur que j'ai éprouvée, j'ai compris qu'avec le cancer, il faut aller vite. Il faut aller vite. Il faut aller vite. C'est comme ça que j'ai ajouté sur mon association qui existait déjà, la lutte contre le cancer. Également avec nous sur ce plateau, Dr Sangaré Hassan, oncologue médical à la PISAM à Abidjan, Côte d'Ivoire. Bonjour docteur. Bonjour. Alors votre discipline n'est pas encore très développée en Afrique, hein, l'oncologie. On n'est pas encore beaucoup d'oncologues, mais je pense que ça va se faire, ça va venir. Il faut noter qu'en juin 2024, donc c'est assez récent, à Abidjan ici, il y a eu la création d'une société dénommée SAFCA, Société d'Afrique francophone de cancérologie. Et je pense qu'avec cette création-là, avec la création de cette société, on va faire avancer les choses. Vivement. En tout cas, bienvenue à tous les deux sur le plateau et merci encore d'avoir accepté de participer à cette émission pour nous parler donc des stratégies, on dira communautaires pour l'élimination du cancer du col de l'utérus. Déjà, voyons le tableau épidémiologique de cette pathologie, le cancer du col de l'utérus, sur le continent africain et principalement en Côte d'Ivoire, Dr Sangaré. Alors, le cancer du col de l'utérus, vous l'avez dit, au monde, c'est le 4e cancer de la femme, mais en Afrique, c'est le 2e cancer féminin, après le cancer du sein. Donc, quand on prend le cas précis de la Côte d'Ivoire, en 2022, on a eu 21 000 nouveaux cas de cancer. 21 000. 352 nouveaux cas de cancer. Sur ces 21 352 nouveaux cas de cancer, on a eu 2360 nouveaux cas de cancer du col de l'utérus. Donc ça situe déjà le problème. Un peu autour de 10%. Voilà, donc c'est un cancer relativement fréquent. D'accord, relativement fréquent. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que c'est un cancer dont l'incidence va croissant ou alors il faut dire que les stratégies de lutte contre les cancers du col de l'utérus sont en place depuis assez longtemps, en gros une vingtaine, 20-25 ans, et ça a permis au cancer du col de l'utérus de reculer. C'était le premier cancer de la femme il y a 20-25 ans, et maintenant il a un recul, c'est le 2e cancer de la femme aujourd'hui. Et on a identifié un agent infectieux qu'on appelle Human Papillomavirus, HPV en anglais, en abrégé, pardon. Alors HPV, il y a un moyen de lutter contre lui par des vaccins qui sont disponibles actuellement en Côte d'Ivoire. Voilà, donc ça permet au cancer de reculer. Mais en plus de la stratégie par vaccination, il y a aussi un moyen de détection relativement précoce, ce qu'on appelle le dépistage, qui est pratiqué soit par le frottis cervico-vaginal, soit par un examen qu'on appelle examen inspection visuelle, qu'on peut faire avec l'acide acétique ou bien au Lugol, ou bien on associe même les deux. D'accord. Voilà. Alors c'est donc toutes ces activités qui vont constituer donc des objectifs que vise la stratégie de l'OMS pour l'élimination du cancer du col de l'utérus. Alors aujourd'hui, Madame Pépé, quel est le niveau de connaissance des populations
de ce cancer du col de l'utérus. Vous qui êtes communautaire et qui êtes dans la communauté, est-ce qu'aujourd'hui, quand on demande par exemple à 10 femmes, quel est le ratio? Franchement, pour dire vrai, le cancer du col de l'utérus est ignoré dans nos campagnes. Dans nos langues, on ne connaît même pas le cancer. Parce que depuis que je parcours la Côte d'Ivoire avec mon ONG, on ne m'a pas encore dit le nom du cancer. Moi, dans ma langue, on dit maladie incurable. On ne la connaît pas, tout simplement. Pour dire que la population est ignorante de l'existence du cancer du col de l'utérus. Et c'est pour ça que l'ONG La Porte de la Nouvelle Espérance, pour abonder dans le sens des stratégies de l'OMS, a conçu un projet intitulé Pour elle. Pour elle, ça peut être moi, ça peut être ma fille, ma nièce, mon amie, ça peut être toutes les femmes. Et ce projet, il se déroule dans les établissements, dans les lycées et collèges de Côte d'Ivoire où on trouve des jeunes filles qui seront demain les cadres, les mamans, les épouses de demain, à qui l'ONG veut donner une éducation d'abord à l'autopalpation qui fait partie du dépistage du cancer. Ça, c'est du cancer du sein. Et puis le cancer du col, leur parler du virus qui est désormais connu et leur parler des moyens d'éviter le cancer du col de l'utérus parce que c'est un cancer évitable. Il y a un vaccin déjà pour le prévenir. En plus du vaccin, quand on fait le dépistage précoce et qu'on a des cellules précancéreuses, on peut les détruire parce que le papillomavirus, avant de devenir cancer, il séjourne 10 ans sur le col de l'utérus. Vous avez dit combien? 10 ans? 10 ans, oui. Parce que le virus du papilloma humain se trouve dans les sécrétions masculines. Donc quand l'homme qui est porteur sain, qui ne se sent même pas malade, quand il rentre en contact sexuel avec une femme et qu'il a le virus se pose sur le col de l'utérus. Et là, pour celles qui ont une immunité vraiment forte, au moment des menstrues, elles les évacuent. Elles évacuent le virus, mais pour celles par inadvertance, ou bien ça c'est au niveau de la constitution maintenant, qui n'arrive pas à l'éliminer, s'il a séjourné là 10 ans, après 10 ans il devient un cancer, c'est des millions qu'il faut maintenant dépenser. Alors que quand nous faisons la sensibilisation et le dépistage, il y a des appareils pour traiter les cellules précancéreuses. Parce que quand il est là, qui n'est pas encore devenu cancer, on parle de cellules précancéreuses. Et ça peut se traiter à la cryothérapie comme à la thermocoagulation. Nous, l'ONG La Porte de la Nouvelle Espérance, depuis 2 ans, nous sommes dotés de l'appareil de la thermocoagulation parce qu'on a remarqué que quand on va en région, quand on décèle les cellules précancéreuses et qu'on demande aux femmes d'aller dans les CHR, dans les hôpitaux régionaux, elles ne bougent pas. Et on les perd. Alors revenons au projet. Pourquoi avoir ciblé les jeunes filles? Oui, nous avons ciblé les jeunes filles parce que je vous ai dit tout à l'heure que j'ai été choquée par le cancer. Quand on a découvert un cancer tardif, très avancé à mon ami, tout intellectuel que nous étions, on n'avait aucune information sur les cancers du col de l'utérus ni du sein. Donc ce projet a été conçu pour aider, pour vulgariser vraiment les informations concernant le cancer du sein et du col de l'utérus et aussi parler de l'importance de la vaccination. Et je me dis qu'une jeune fille qui a peut-être 9-10 ans apprend déjà à parler du cancer du col de l'utérus, elle peut prendre des précautions et elle peut informer sa voisine, sa copine, sa maman, même sensibiliser les mamans. Donc ces jeunes filles seront utilisées comme des ambassadrices de la lutte contre le cancer du col de l'utérus. Parce qu'aujourd'hui, le vaccin, qui est un vaccin efficace, il y a beaucoup de polémiques autour. Donc les parents ne sont pas, ils sont pas très, comment on dit ça même, motivés de vacciner leurs filles parce qu'on nous dit que ce vaccin il rend stérile. Mais si nous sensibilisons les jeunes filles elles-mêmes et qu'elles prennent conscience sur le plan scientifique, ça va faire avancer la lutte. Bien sûr. Mais nous avons la chance d'avoir un oncologue avec nous sur ce plateau. On va mettre fin donc, comme vous l'avez dit, oui, à toutes ces spéculations. Docteur Sangaré, dites-nous, à propos de ce vaccin HPV, c'est ça? Oui, contre HPV. Contre le HPV. Oui. Est-ce que c'est un vaccin qui rend stérile? Alors, c'est pas prouvé. C'est pas prouvé. Il y a beaucoup de polémiques autour de ce vaccin.
mais nous n'avons pas eu de cas prouvés comme ça de stérilité chez les femmes. Il faut savoir que le vaccin commence à être utilisé maintenant en Afrique en général, et pour parler de stérilité, il faut quand même attendre une certaine période. Comme a dit Mme Pépé, on le fait chez des filles qui ont 9 ans, 10 ans. Donc si on veut parler de stérilité, attendons qu'elles aient 19, 20 ans, donc 10 ans de recul pour voir. Mais ce n'est pas prouvé. Nous n'avons pas de preuve que ce vaccin va rendre les gens stériles. C'est un vaccin qui est efficace? Ah oui, l'efficacité, ça c'est prouvé. L'efficacité du vaccin là, c'est clair, c'est prouvé. C'est un vaccin, c'est vrai qu'il n'est pas efficace à 100%. Aucun vaccin n'est efficace à 100%, mais on va dans l'ordre de 90 à 95% de bons résultats avec ce vaccin. Alors vous avez parlé de 9 ans tout à l'heure. Oui. Donc déjà la jeune fille à partir de 9 ans doit faire le vaccin. C'est conseillé de le faire le plus tôt possible. Le plus tôt possible. Le plus tôt possible, 9 ans, 10 ans. Plus il est fait tôt, plus il est efficace. On peut le faire chez des femmes un peu plus âgées, mais plus il est fait tard, moins il est efficace. Même une femme de 35 ans peut recevoir le vaccin, mais il sera moins efficace chez elle que si elle avait reçu à 9 ans ou à 10 ans. D'accord. Et si ce n'est pas fait à cet âge, est-ce qu'on peut rattraper ça après? On peut rattraper, mais le mieux c'est de faire le plus tôt possible. Moins on le fait tôt, moins il est efficace en fait. Voilà, c'est ça. En fait, il faut le faire à cet âge parce qu'il faut le faire avant les premiers rapports sexuels. Et avant les premiers rapports sexuels, pour que la fille soit vierge. Parce que quand on a déjà un rapport sexuel, on a déjà pris le risque avec le virus du papilloma humain. Parce qu'on ne sait pas avec qui on est allé. Donc il faut le faire avant l'âge, avant les premiers rapports sexuels de la jeune fille. Alors si je comprends bien, c'est que c'est l'homme qui transmet le HPV. Oui, il est transmis par l'homme. Qui, comme on l'a dit, est un porteur sain. C'est-à-dire l'homme peut l'avoir sans avoir des signes de maladie. Par contre, il y a des signes quand même des fois chez les hommes. Mais voilà, cependant, l'homme ne fait pas de la maladie. Voilà, déjà l'utérus est un organe qui est exclusivement féminin. Donc l'homme il n'aura pas de problème. Donc ce virus va s'attaquer donc à l'utérus de la femme. À l'utérus. Et pas seulement, puisque c'est un virus qui est transmis de façon sexuelle. Donc on peut avoir des problèmes au niveau de la gorge aussi. Par exemple, si la personne avale du sperme, des choses comme ça. Le cancer le plus fréquent, c'est le cancer du col de l'utérus, mais on peut avoir d'autres cancers qui sont dus à HPV. Voilà. D'ailleurs, même aujourd'hui, dans les stratégies vaccinales, il est aussi conseillé de le faire aux jeunes garçons aussi, puisque c'est eux qui le transmettent. D'accord. Voilà. Je pense que c'est assez important comme information. D'accord. Alors, le projet, il va s'adresser à combien de jeunes filles? Bon, le projet se déroule sur 2 ans, de 2023 à 2025. On a fait le lancement, le projet pilote dans la région du Gontoulou à Tanda en décembre dernier. Et là, on revient d'Odiéné et de moment où nous avons fait la troisième étape du projet. Et à terme, c'est 40 000 jeunes filles au moins des lycées et collèges qui auront été sensibilisées sur le cancer du col de l'utérus et puis aussi les facteurs favorisant le cancer du sein. Vous avez parlé de 40 000 jeunes filles, hein? Oui, parce que par district, on sensibilise au moins 2000 jeunes filles sur les facteurs favorisant le cancer du col de l'utérus et du sein à la fois, les deux en fait. D'accord, on va demander à Dr Sangaré de nous parler justement de ces facteurs de risque. Je vous l'ai dit, est-ce que vous allez circonscrire ce projet à la Côte d'Ivoire ou vous allez aller au-delà? Ben, pour le moment, nous sommes en Côte d'Ivoire, mais si par magie, si un pays nous sollicite, ben, on est prêt à y aller pour mener le projet. D'accord. Ouais, c'est quelque chose que nous avons écrit, que nous maîtrisons et que nous pouvons exporter, pourquoi pas. Oui, Dr Sangaré, parlez-nous donc brièvement des facteurs de risque qui peuvent prédisposer ou faire en sorte que la femme... Pour le cancer du col de l'utérus. Alors, concernant le cancer du col de l'utérus, déjà, on a beaucoup parlé de human papillomavirus, qui est un virus donc, qui peut s'attaquer à la femme. Mais il y a d'autres facteurs de risque aussi. La précocité des rapports sexuels, c'est un facteur de risque. La multiplicité des partenaires sexuels, c'est aussi un facteur de risque. Et puis, il y a la mauvaise hygiène locale. Les femmes qui ne savent pas s'entretenir de façon intime, elles s'exposent à ce facteur de risque-là. C'est les principaux facteurs de risque des cancers du col de l'utérus. Voilà, c'est ça.
Et toute femme donc devrait avoir ces informations, Voilà. de sorte à pouvoir prendre toutes les précautions pour ne pas être un terrain, un terrain favorable, propice. Exactement. Toutes les femmes doivent savoir comment faire la toilette. Déjà, il faut savoir qu'il ne faut pas mettre n'importe quel produit. Le mieux, c'est de faire une toilette même avec de l'eau simple et puis du savon. Le savon de Marseille, c'est déjà bien. Il y a des femmes qui utilisent des produits qui ne sont pas adaptés à la muqueuse et qui peuvent endommager cette muqueuse, la fragiliser et en faire donc le terrain d'une infection. Et c'est relativement dangereux. Toutes les femmes doivent consulter un médecin généraliste ou un gynécologue ou une sage-femme au moins une fois par an, pour se faire examiner, pour voir s'il n'y a aucun problème au niveau de cette région-là. Au mieux même 2 fois par an. Et puis, il faut savoir qu'à côté de la vaccination, il y a aussi l'inspection visuelle, qui est un examen relativement simple, totalement indolore, qu'on pratique avec 2 produits qu'on appelle l'acide acétique, c'est le vinaigre tout simplement, et puis le Lugol. Et puis, les gynécologues pratiquent un examen qu'on appelle le frottis cervico-vaginal. Bon, les deux, frottis cervico-vaginal, inspection visuelle, les deux en gros se valent. Voilà. Et si on le fait, qu'il revient normal, on le refait tous les 2 ou tous les 3 ans. Voilà ce qu'on recommande aux femmes. À partir donc de 25 ans par là. À partir de 25 ans, voilà. Si vous le faites une fois et que ça revient normal, voilà, vous attendez 3 ans. Voilà, 2-3 ans. 2 ou 3 ans pour le faire à nouveau. Voilà. Ça dépend du type de dépistage. Si c'est un frottis cervico-vaginal, il faut attendre 2-3 ans. Mais si c'est à l'inspection visuelle, il faut le faire régulièrement, une fois par an, je dirais. Et quand on change de partenaire, parce qu'il a parlé de la fidélité tout à l'heure en d'autres termes, quand on change de partenaire, il faut se faire dépister. D'accord. Parce qu'on ne sait pas avec qui on va. Donc c'est pour dire que c'est chaque jour que la femme prend des risques. Mais cela ne veut pas dire que si vous avez votre partenaire depuis, vous êtes en couple, et puis un matin on vous découvre des cellules précancéreuses ou bien un cancer, il ne faut pas l'accuser tout de suite. Il faut se référer à la durée d'abord de la relation. Parce que vous pouvez avoir chopé, par exemple, celle qui n'a pas assez de chance peut avoir chopé ce virus dès le premier rapport sexuel. Et bon, j'ai dit n'importe quoi, si à 10 ans, bien à 12 ans qu'elle a chopé le virus. Mais ce ne sera pas, et qu'elle ne s'est pas fait dépister. Mais à 25 ans, bien à un âge très précoce, elle peut faire un cancer du col de l'utérus. Bien sûr, parce que le virus, vous avez dit que le virus met 10 ans avant de devenir un cancer. En moyenne. Oui. D'accord. Et c'est pour ça que si vous avez dans votre entourage une fillette qui a été violée, il faut la faire dépister. Parce qu'on ne sait pas qui l'a violée. D'accord. Et quel est son statut concernant le virus du papilloma humain. Ah, d'accord. Et avec le projet que nous menons, on apprend aussi aux jeunes filles à faire leur toilette intime, comme il a dit. Vous voyez, aujourd'hui, on a tendance à faire des ongles kilométriques qui ont plein de germes et on les met dans l'appareil intime. C'est pas bon, ça peut donner des germes qui peuvent vous rendre malade. Et puis, comme il a dit, l'excès de toilette intime, ça peut créer, non seulement ça fragilise, mais ça peut même rendre stérile. Il y a des femmes qui sont aujourd'hui devenues stériles sans savoir pourquoi. Mais si vous détruisez la flore vaginale, qui doit être là pour pouvoir faire remonter les spermatozoïdes là où il faut, pour que vous tombiez enceinte, mais vous allez beau faire consulter les meilleurs gynécologues du monde, mais le bébé ne viendra pas, parce que le milieu est devenu acide. Il devait être alcalin normalement, mais vous l'avez rendu acide avec vos produits que vous injectez là-bas. Donc on s'expose à beaucoup de choses quand on utilise n'importe quoi pour sa toilette intime. Bien sûr. Allez, nous sommes donc en plein novembre bleu. On a eu donc octobre rose. Oui. Et nous sommes en plein donc novembre bleu, qui est le mois dédié à la prostate. Oui. Alors, on parlait donc à l'instant d'un cancer, mais il y a également le cancer de la prostate, je le disais à l'entame, qui sera donc votre cible désormais. Oui. Et vous avez décidé donc à la faveur de ce mois de novembre bleu de vous intéresser quand même aux hommes, oui, à travers une petite campagne au sein donc de votre ONG. Vous allez faire du dépistage. Oui.
Alors, le dépistage du cancer de la prostate, pour voir si la prostate est malade, hein, parce que la prostate, c'est un organe, Dr. Sangaré. Exactement. Alors, pour voir si la prostate se porte bien, il faut aller faire un examen qu'on appelle le PSA. Le PSA, c'est un examen de sang, mais avant le PSA, il faut faire un examen qu'on appelle le toucher rectal. D'accord. Parce que le PSA, il faut le savoir, il peut revenir normal. Vous pouvez avoir un PSA qui est normal, alors que vous avez un cancer de la prostate. On dit que ce cancer est non sécrétant. Donc il faut en fait déjà commencer à questionner le patient. Ça commence toujours par un examen clinique. Est-ce que le malade se réveille beaucoup la nuit pour aller uriner? C'est les premiers signes ça, du cancer de la prostate. On ne dit pas que tous ceux qui se réveillent 3 fois, 4 fois la nuit pour aller uriner ont un cancer de la prostate. Mais on dit que ça doit alerter le patient. Vous vous réveillez plusieurs fois pour aller uriner, vous avez l'impression que vous ne videz pas votre vessie, ou bien vous avez un jet qui est relativement faible. C'est-à-dire que quand vous êtes obligé de pousser pour uriner, et les urines retombent sur votre pantalon, sur vos chaussures. On dit qu'il y a un terme, on dit que le malade pisse dans ses bottes. Ça doit inquiéter. Ça doit inquiéter. Voilà. Et puis si vous urinez, et que dans les 5-10 minutes, vous avez l'impression que vous n'avez pas vidé la vessie, ça aussi, ça doit inquiéter. Ce n'est pas forcément des cancers, mais il faut aller consulter. Ou bien encore, vous passez plus d'1 minute à faire votre miction, plus d'1 minute à uriner. Ça doit aussi vous inquiéter. Normalement, une miction, c'est moins d'1 minute. Vous urinez en moins d'1 minute et vous avez le sentiment d'avoir vidé la vessie. Alors, quand vous avez ces signes-là, vous allez voir le médecin qui procède à un examen qu'on appelle le toucher rectal. On introduit un doigt dans l'anus et puis on palpe, à partir de ce doigt-là, on palpe la prostate. La prostate est accessible au toucher rectal. Si la zone où le cancer est situé est accessible, parce que ça peut être situé loin du doigt, donc le médecin peut ne rien voir avec son examen. Si la zone où le cancer est situé est accessible, le médecin constate ça et il vous demande donc de faire les autres examens qui sont le PSA, prostate spécifique antigène, et mieux, on fait maintenant ce qu'on appelle l'IRM, l'imagerie par résonance magnétique qui visualise bien la prostate et les alentours, les ganglions qui sont autour. Et puis, si on a vu des anomalies déjà au toucher rectal, si le PSA a augmenté, le PSA ne doit pas dépasser 3 nanogrammes par millilitre. Avant, on disait 4, maintenant on dit 3 nanogrammes par millilitre. Mais pas de panique. On peut dépasser les 3 nanogrammes par millilitre sans avoir de cancer de la prostate. L'hypertrophie bénigne, qui n'est pas un cancer, peut donner des augmentations. Et même avec l'âge, quand vous atteignez un certain âge, la prostate augmente de volume et puis le PSA aussi augmente. Donc il faut corréler ça avec l'IRM, l'imagerie par résonance magnétique. Et si on a des doutes, s'il y a des zones où il y a des doutes, on fait un prélèvement qu'on appelle biopsie, qu'on envoie au laboratoire. Et c'est le médecin du laboratoire, qu'on appelle anatomopathologiste, qui vous fait le diagnostic, qui vous dit clairement il y a un cancer de la prostate. Voilà. Et il faut savoir que le cancer de la prostate, plus il est vu tôt, mieux il se guérit, mieux il se traite. Déjà, il faut savoir qu'il se traite. Et il se traite très bien s'il est vu tôt. Et on en guérit, hein? On en guérit. Il y a des hommes qui ont guéri ici en Afrique. Il y a des hommes qui ont guéri de cancer de la prostate. D'accord. Alors, Madame Pépé, voilà. Beaucoup de gens, beaucoup d'hommes ne le savent pas. Et vous avez décidé donc de leur offrir ce dépistage-là. À un coût raisonnable, parce qu'on sait que le dépistage du cancer, comme le docteur Sangaré l'a dit, le toucher rectal, mais lorsqu'on commence à faire les autres examens, ça coûte un peu. Et on se demande, est-ce que c'est pas un frein? Est-ce que c'est pas ce qui fait que les hommes ne vont pas se faire dépister? Alors, ça va se passer comment, cette opération? Depuis que nous avons fini la campagne d'Octobre Rose, que nous avons vraiment fait en grande pompe, les hommes n'arrêtent pas de m'appeler. Et pour nous, et nous. Donc nous avons contacté un laboratoire parce que moi je ne suis pas médecin, je ne suis pas de la santé. Tant bien que je suis professeur de psychopédagogie, que je fais l'écoute et l'accompagnement psychologique, mais je me fais toujours accompagner par des spécialistes. Donc on a contacté un laboratoire qui va se déplacer chez nous au siège pour venir faire les prélèvements, et puis un médecin aussi qui va faire la sensibilisation. Et au moment de donner les résultats, qu'ils verront s'il y a des inquiétudes, ils vont prendre les médecins, ils vont prendre le patient en charge. Là, ce sera hors de chez nous. Ils vont continuer les conseils et autres. Mais déjà, nous, on lance le dépistage
du cancer de la prostate. Et ça va se faire donc dans... Au siège de l'ONG, la porte de la D'accord. Nouvelle Espérance, qui est Angredibi, Cocody Angredibi, vers le lycée moderne. Vous allez le faire donc dans cette deuxième quinzaine du mois de novembre. Bien sûr, On va oui. donner un numéro, le plus 225, pour celui qui arrive en Côte d'Ivoire, le plus 225. 07 64 89 86. On a aussi le 05 04 41 41 19. Donc on informe tous les hommes qu'il faut commencer à se faire dépister à partir de l'âge de 40 ans. L'oncologue l'a dit, un cancer vite découvert, il se soigne. Bien sûr. Il y a de l'espoir, il ne faut pas que les gens hésitent, qu'ils aient peur de se faire dépister. D'accord. Voilà. En tout cas, merci pour cet appel, Madame Pépé. On termine avec vous, docteur Sangaré. Pour tout type de cancer, quel est l'appel, la recommandation majeure que vous faites pour terminer, docteur Sangaré? Mais moi, j'inviterais tout le monde à consulter un médecin au moins une fois par an. Il faut qu'on change, voilà, il faut qu'on change de logiciel. Avant, on allait à l'hôpital parce qu'on était malade. Maintenant, il faut qu'on aille à l'hôpital parce qu'on a peur d'être malade. Changeons nos logiciels. Un cancer, plus il est vu tôt, et il faut savoir que quand on parlait des cancers de la prostate, vous pouvez n'avoir aucun signe. On a parlé des signes urinaires, mais vous pouvez n'avoir vous-même aucun signe. La prostate prend du volume tout simplement. Vous-même, vous ne le savez pas. Donc, prenons l'habitude d'aller voir les médecins au moins une fois par an. Si on a des antécédents familiaux de cancer, allons les voir 2 fois par an, une fois tous les 6 mois, ça marche. Ouais. Un cancer vu tôt, il se traite très bien, et le traitement, s'il est vu tôt, il ne coûte pas cher. Voilà. Allez, donc peu importe le cancer, que vous soyez une femme, un homme, un enfant, il faut donc aller au moins une fois par an, voilà, se faire consulter par le médecin. En tout cas, merci pour tous ces conseils pratiques et utiles, docteur Sangaré Hassan. Je rappelle que vous êtes oncologue médical à la PISAM, c'est à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Merci en tout cas d'avoir été là. Merci également à vous, Madame Pépé Sophie. Vous êtes professeure de psychopédagogie, consultante en psychopédagogie et présidente de l'ONG La Porte de la Nouvelle Espérance. C'est bon? C'est bien ça, hein? C'est bien ça, merci. En tout cas, merci donc d'avoir été là et revenez-nous très vite donc pour d'autres informations sur d'autres pathologies concernant donc les cancers. C'est la fin de ce numéro d'Hebdo Santé. Merci à l'équipe de réalisation et à vous qui l'avez suivi. À très bientôt pour un autre numéro toujours sur Média.